Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Ravi de vous retrouver dans On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs, hommes et femmes politiques. J'accueille tout de suite Estelle Sauva. Bonjour Estelle. Enchantée. Bienvenue. Merci. Ravi de vous accueillir. Prenez Merci. place. Si vous avez soif, il fait un petit peu chaud dans son petit appartement cosy. Estelle, vous êtes la directrice générale du groupe Alpha. Oui. Arrivée en 2019, c'est ça, à ce poste de directrice générale? Du groupe, oui, et directrice générale de ce dit précédemment, enfin de ce qui est une Vous des avez- sociétés, voilà. en 2008. En 2008. J'ai fait une petite échappée belle au ministère du Travail quelque temps. C'est ça, ministère du Travail. Juste quelques mots sur vous, parce que c'est quoi votre histoire? Je tombe dans la marmite d'une école, une faculté de droit. Je découvre assez vite que le monde du travail va être beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Je fais mes études à un moment où ce sont les affaires moulinex. J'ai un peu peur de mon devenir professionnel. J'ai l'impression d'être un des produits des 80% au bac. Et je me dis finalement, les promesses qu'on nous a faites ne seront pas tout à fait celles qui seront notre réalité professionnelle. Je suis donc une jeune un peu en colère et je vais donc repenser toute ma vie professionnelle pour la donner au service des autres, notamment sur la question de la reconversion professionnelle petit à petit. Et donc ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur des RH, comme on dit, sur le volet d'abord j'ai fait du recrutement, du social, de la haute placement, de l'organisation, de la reconversion professionnelle, beaucoup de sujets sur l'emploi, sur la formation, avant de m'intéresser aux politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle, de tenter de les changer. Toute la chaîne, en fait, finalement. Exactement. Vous avez une vue globale de l'ensemble de la chaîne. Et j'ai tiré mon enseignement du terrain, du monde de l'entreprise. J'ai vécu des moments difficiles en France, puisque j'ai accompagné pendant 10 ans au sein du groupe Alpha, bon nombre avec mes équipes. J'étais directrice générale de restructuration dans le pays au moment de la crise économique de 2008. Donc Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, me confie les rênes d'un très bel ensemble, qui était un des premiers pôles de reconversion de la sidérurgie française. Jeune Énorme femme, dossier. voilà, énorme dossier. Et donc je vais commencer à accompagner bien des dossiers en France avec l'appui de l'ensemble de mes équipes qui sont engagées, dévouées à ces sujets. La philosophie, justement, j'allais évoquer Pierre Ferracci parce qu'il est il est l'âme, celui qui structure ce groupe Alpha, composé de structures d'autres entités importantes. C'est quoi sa philosophie? Qu'est-ce qui vous a transmis? Tant de choses. D'abord, je fais mes grands pas, parce que j'avais fait plein de petits pas avant, et dans le groupe Alpha, je fais mes grands pas en comprenant d'abord que il faut savoir faire bouger les lignes en rapprochant les points de vue. Et je pense que Pierre Ferracci, c'est ce qu'il tente, tant que faire se peut, de construire autour de nouveaux équilibres en France. On se tourne pas le dos, mais on se parle en fait. Exactement. Voilà, et on Ne essaie de jamais trouver- être dos à dos, être face à face. Oser parfois des débats difficiles, oser se dire les choses, pas forcément être d'accord. Mais sur le terrain, en tout cas, du dialogue social, ça suppose aussi d'aller jusqu'à la négociation. Et donc la négociation, elle est forcément confrontante, aller chercher des accords, du construit, pour évidemment sauvegarder les entreprises, les développer, permettre les épanouissements professionnels des uns et des autres dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire, Estelle, que vous, en tant que directrice générale, et l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, vous vous situeriez comme quoi? Médiateur, facilitateur, celui qui permet justement des chocs trop brutaux pour des collaborateurs, des salariés qui se retrouvent licenciés. C'est ça l'idée? On est d'abord un auditeur, on est d'abord un acteur du conseil. Voilà. Donc d'abord un acteur du conseil, on audite, on expertise, on analyse, on accompagne. On est force de proposition quand c'est nécessaire, on doit rester à notre juste place quand c'est utile, mais en tout état de cause, on objective des situations, on les décrypte et ensuite on propose ce qui nous paraît être les meilleurs scénarios. Pour autant, Oui, c'est là où ça se gâte parfois. Parfois. Oui. Dans quel contexte on intervient? D'abord, on intervient pour le monde du public comme du privé, donc dans des moments qui sont des moments parfois de transformation, de réorganisation, de développement aussi de l'entreprise, de fusion. Parfois, c'est des moments où il y a des sessions difficiles. Parfois, c'est des transformations très profondes de l'entreprise, technologique, environnementale. On est dedans d'ailleurs là. Et on est en dans plein cette séquence. dedans.
Nous, on ne s'est jamais arrêté pendant 40 ans, donc je vais vous dire qu'on est tout le temps dedans. Ouais, Et puis parfois, nous, on prend un petit temps de recul, on fait un pas de côté. Certains d'entre nous, on n'a pas vocation, nous, à passer dans le monde public. Moi, j'ai fait ce parcours-là. Ouais. C'est intéressant, ce passage par le ministère du Travail. Voilà, je suis devenue haut commissaire, mais parce que agacée à un moment donné, en me disant, bon, il est peut-être temps de faire un mode d'emploi, et puis on verra bien. Donc on s'autorise parfois à faire un pas de côté. Je suis d'abord sortie du groupe pour le faire. Oui, ça éveille, ça ouvre à autre chose aussi, de passer de l'autre côté, ministère. Bien sûr, c'est d'abord c'est un enseignement extraordinaire que de le faire. C'est parfois aussi inquiétant que de l'avoir fait parce que au regard du monde du privé, on vient avec d'autres codes. Mais oui, et ça secoue un peu pour ceux d'en face, non? C'est ça que vous dites? Pour les deux, parce que enfin bon. On a, lorsqu'on vient du monde du privé, j'étais directrice générale, je œuvrais dans un comex avec des déroulés, un cap, un planning. Ouais, ça roulait quoi. Voilà, ça déroule. Et là, ça roule moins dans la avec du delivery. Ça délivre quoi, comme on dit. Oui, là, non, c'est pas que ça roule moins dans le secteur public. Il y a des fonctionnaires de très bon niveau, mais simplement ça répond à des codes, des rythmes et des allers-retours qui font que les calendriers ne sont pas si maîtrisables que ça. Donc une forme de lourdeur un peu bureaucratique qui vient freiner les processus, quoi. En tout cas, bien plus complexe que ce qu'on peut trouver dans le secteur du privé, mais c'est aussi lié au cadre des décisions. Quand vous avez à décider à 10 ou à 20 ou à 30, c'est pas décider avec toute une administration qui elle-même a des résonances dans les autres administrations, les autres ministères, etc. Et donc des tensions évidemment qui viennent, ou des vecteurs contraires qui viennent s'opposer, sans compter la politique qui rentre en jeu dans tout ça. Et puis il y a évidemment tout le volet communication, enfin tout ce qu'on ne subit pas dans le secteur du privé. Enrichissant pour vous. Très enrichissant. Et vous revenez, vous en sortez, puis vous revenez. Oui. En fait, c'est intéressant ça. L'histoire, c'est que je comprends assez tôt que les enjeux de la formation professionnelle et de l'emploi, moi je suis quelqu'un qui travaille d'abord sur les politiques de l'emploi, sont assez bien dotés, mais au fond ne servent pas les intérêts des individus in fine. Et donc le parcours du combattant pour obtenir un droit à la formation me semble mériter en tout cas des choses simplifiées. Et donc je vais me mettre à travailler sur le compte personnel de formation monétisé en 2016 avec le gouvernement précédent, en proposant avec un co-auteur ensuite, qui m'aidera via l'Institut Montaigne, un rapport sur la réforme de la formation professionnelle qui nourrira la formation. Quel outil que l'on a aujourd'hui. Quel outil. Et donc j'appelle à un investissement massif dans les compétences. À l'époque, le construit fait 24 milliards. Le président actuel, donc je le fais hors parti, et le président actuel, M. Emmanuel Macron, retiendra un investissement de 15 milliards dans un plan d'investissement dans les compétences que je salue parce que c'est la première fois qu'on le fera et c'est le plan le plus important en Europe. À cela, je plaiderais pour la monétisation, c'est-à-dire le passage en euros et non plus en heures de la formation, pour que les Français aient une prise de conscience de leur capacité à pouvoir muscler leur cerveau, c'est-à-dire de mon point de vue le muscle principal du corps humain, celui qui vous rend jeune, épanoui et qui vous permet de croire en votre développement. Et savoir concrètement combien ils peuvent investir sur telle ou telle formation. Et l'investissement, n'est plus un investissement systémique, mais un investissement aussi sur soi-même. Alors, certains me diront, c'est un modèle individualiste, c'est vrai, mais il était urgent qu'on construise les moyens d'un réveil de cette nature, sortir aussi des modèles de la gratuité par nature. Et donc forcément, quand vous avez quelque chose à échanger, vous êtes donc plus attentif à ce que vous allez recevoir comme savoir. Et l'intérêt qu'on a à s'asseoir, écouter une formation. C'est pas gratuit, elle a un coût, j'ai un formateur que j'ai payé indirectement, donc j'écoute et je veux progresser. C'est vrai qu'avant les formations catalogues, on passait 3-4 jours, on y passait quoi. Exactement. Et donc passer justement de ce format du capital matériel au capital immatériel en comprenant que l'immatériel a une valeur redoutable, c'est celle de votre sécurité. D'abord, vous êtes beaucoup plus en sécurité lorsque vous avez des compétences, que vous savez les défendre, parce qu'elles deviendront indispensables au monde de l'entreprise, à condition que vous compreniez et que vous acceptiez aussi que celui-là, il va changer plus vite encore, toujours plus vite, avec parfois des aléas, l'environnement, les guerres, les approvisionnements, enfin tout ça a des impacts sur notre économie. Et donc, il me semble qu'il ne s'agit pas de faire des bonnes leçons aux uns et aux autres. Le sujet, c'était de pouvoir se donner les moyens de en tout cas, réussir à passer à l'échelle. Et Célle Sauvat, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que d'abord la formation est un sujet éminemment complexe, mais que vous êtes bien la fondatrice ou à l'origine de ce
CPF monétisé. Oui, je ne suis Non, pas faut la le dire. seule. Non, Bien mais sûr, je suis à Vous avez l'origine porté avec. cette idée. Je me suis battue pour cette idée. J'en suis ravie. Elle a été reprise Eh oui. d'abord par une ministre, par des hommes, des femmes à la Caisse des dépôts, dans l'ensemble des institutions. Pour que cela existe Par aujourd'hui. par des parlementaires qui ont accepté de porter aussi ce projet. Et j'ai été haut commissaire à la transformation des compétences. Et je pense qu'une de mes plus belles réussites, c'est que aucun de ces projets ne m'appartient aujourd'hui. Il appartient à tous ceux qui l'ont entre les mains. C'est en tout cas une belle réussite. 3 questions vont vous être posées. Commençons par notre start-up G-Collect, la fintech du recouvrement éthique. Un jingle et une question, Estelle, juste après. La question que vous avez choisie va nous permettre de peut-être nous concentrer un peu plus sur ce que vous faites à l'intérieur du groupe Alpha. C'est très intéressant. Et vous avez choisi la deuxième question. On parle aujourd'hui de société à mission et d'une prise de conscience de la RSE. On en parle beaucoup. Concrètement, qu'avez-vous mis en place? Là, je parle à la directrice générale du groupe Alpha. Pour être très concret. J'ai mis en chemin plein de choses. D'abord, marcher dans les pas de Pierre Ferracci, ça suppose de penser une gouvernance nouvelle et d'ouvrir une nouvelle ère. Et d'aimer le football. On l'a pas dit, mais il faut aimer le football quand même. J'aime pas le football. J'aime pas le football. Voilà. Ça doit Donc, l'agacer au il premier semble chef. que pas du tout. Pas du tout. C'est pas sur secrétaire, je crois, qui m'a recruté, mais j'adore ce qui se passe dans l'organisation du football. J'apprends beaucoup d'ailleurs et il me transmet un Ouais, c'est savoir vrai que c'est absolument intéressant. un modèle assez incroyable. Non, plus Sérieusement. sérieusement, sur les questions qui nous concernent, j'ai fait le choix d'une phase de préfiguration, d'une nouvelle gouvernance. Donc c'est celle qui m'accompagne aujourd'hui, installée dans la gouvernance, dans les instances du groupe. Et nous avons mené une phase de remue-ménage dans le groupe en plein Covid, permettant de faire émerger un très grand nombre d'idées et surtout de challenger un plan stratégique Remue-ménage, fondateur. c'est des questions, c'est des C'est textes questions, libres. non, c'est du collectif, c'est des entretiens, c'est des groupes de travail. On a fait On tout se ça parle, on fait en bouger. distanciel. 15% des effectifs du groupe ont participé à ce projet, ce qui est assez colossal en réalité, et en acceptant de le faire en plein Covid, donc en se disant qu'il était l'heure de penser autrement. Évidemment, de nombreuses idées ont émergé, certaines ont challengé le plan stratégique, sont amenées à un peu le défaire, à le faire bouger un peu, à Donc, nous à faire le prendre modifier, conscience. ouais, c'est ça. Voilà. Certaines non, là on avait dit que sur certains points on ne bougerait rien. Et puis a émergé évidemment la question de la raison d'être qu'on a posée comme une question. Ce qui nous est remonté nous a amené à passer à l'échelle, c'est-à-dire à dire ok on y va, mais on ne peut pas y aller avec un groupe fermé, donc on va y aller avec 100% de nos collaborateurs. Et donc actuellement on est en train de déployer... Vous êtes dans le processus là. On a commencé notre processus. Là, on est vraiment dans le processus amont, c'est qu'on est dans les groupes de travail, on construit, on a fait notre canevas, on s'est fait accompagner. On a fait le choix de ne pas être des experts pour eux-mêmes qui se regardent en se disant comment on va le faire pour On nous. dit que c'est très utile d'avoir un œil extérieur. Donc sur... et puis parce que d'autres l'ont fait, donc je pense qu'il faut tirer des enseignements. On a interrogé nos associés, on est une entreprise aussi indépendante qui a 70 associés dans le groupe, donc il fallait qu'on s'entende sur ce qu'on était prêt à faire. Et on est un groupe très authentique, donc c'est vrai que on n'est pas très acheteurs du marketing de l'entreprise à mission tant qu'on n'a pas passé les étapes précédentes pour cranter, pour construire les fondations. Le contenu, Exactement. Et donc on est à la phase de la raison d'être pour aller vers les statuts. On va bien vers un projet qui s'inscrira dans les statuts et qui sera soumis au conseil d'administration. Et on entend dévoiler ce projet, pour sa première étape en tout cas, aux 40 ans du groupe, dont on soufflera la bougie tout début 2023. Donc vous avez encore quelques mois de réflexion, travaux, d'approfondissement, de travaux et de réunions. Tout de suite, la question du Collège de Paris, un jingle et aussi, là encore une fois, une question et un sujet, je sais, qui vous tient très à cœur. Estelle, vous avez choisi la 4e question pour le Collège de Paris, qui est une communauté d'écoles, comme vous le savez, qui rend l'excellence accessible à tous. 4e question, elle concerne l'alternance et la question est simple, quelles que soient les décisions prises par le gouvernement, il est question peut-être de supprimer ces aides, 5 000 €, 8 000 € pour les jeunes de plus de 18 ans. L'alternance, il faut continuer à accélérer sur le champignon, comme on dit. Alors d'abord, il y a tant qui a été fait dans ces
5 dernières années, qu'il serait incroyable de fonctionner avec des politiques publiques de stop and go. Ça n'a pas de sens dès lors qu'on a réussi à passer d'un modèle où la sortie du strict modèle académique est en train de laisser un peu la place à un modèle par l'apprentissage et donc forcément par la meilleure intégration du système de croissance par l'économie et de la formation pédagogique intégrée. C'est ce qu'on reproche à la France parfois, hein. On prend une mesure puis on la détricote l'année suivante. Exactement. On ne perdrait tant de temps à freiner et à ne pas comprendre qu'on doit non pas regarder s'il faut subventionner, moi je suis jamais pour la subvention à tout crin, mais je pense qu'il faut aller du coup bien plus loin que la subvention. Il faut peut-être universaliser le modèle et oser le faire. Aller plus loin encore, donc. Aller bien plus loin. Et de mon point de vue, c'est comme ça qu'on se dotera d'un système où l'ensemble des acteurs, d'abord, continueront à rester dans une mécanique positive. Le stop and go fait que l'ensemble du système de la formation va rester au milieu du chemin. Il a construit son modèle économique là-dessus, donc il faut l'embarquer avec nous. Et la deuxième étape, de mon point de vue, c'est forcément d'inscrire ça dans des pratiques professionnalisées dans l'entreprise pour qu'elles bâtissent leur CFA, pour qu'elles y aillent, pour qu'elles intègrent toujours plus d'alternants. Et je pense que quel que soit le niveau de formation et l'âge, l'alternance doit être décloisonnée. Dit autrement, la cloisonner à 30 ans me semble un peu un débat. Enfin, en tout cas, c'est limitant pour la carrière professionnelle. Pour un collaborateur de 40 ans qui quitterait son entreprise pour faire une formation de boulanger, il pourrait bénéficier d'une aide lui permettant d'alterner formation chez un boulanger et formation théorique. C'est ça que Exactement, et que ça doit devenir une pratique permanente. Donc ces formations, qu'elles soient intégrées, qu'elles soient inversées, il y a plein de façons de parler du cadre pédagogique. En tout état de cause, il faut, à mon sens, l'universaliser, ça a du sens. Je pense par ailleurs qu'il faut être ingénieux sur le modèle économique. Il ne s'agit pas de donner en permanence le système qui déresponsabiliserait l'entreprise en la matière, mais il y a quelque chose à inventer de ce point de vue-là pour intégrer, pour faire le lien entre ce qui est l'enseignement supérieur, bien sûr. Enfin en tout cas à minima l'enseignement initial et jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par la voie de l'apprentissage tout le temps. L'apprentissage à toutes les échelles. On termine, Estelle Sauvat, si vous le voulez bien, par la question de l'hémicycle. Vous allez pouvoir parler face caméra, à cette caméra d'ailleurs, et parler à l'oreille des politiques pour peut-être leur souffler quelques idées. C'est la question de l'hémicycle. La question, Estelle, vous l'avez préparée, mûrie, j'en suis sûr. Vous allez pouvoir vous exprimer face caméra et peut-être soumettre quelques idées, vous qui suivez cette vie, ce monde du travail depuis si longtemps. Le monde se transforme, on le voit tous chaque minute à l'œuvre. On a fait tant de choses sur le terrain de la formation professionnelle. On a tenté de faire un plan de développement des compétences. Pour autant, celui-ci n'a pas trouvé l'écho dans le monde, dans l'entreprise. On signe aujourd'hui 7 fois plus d'accords sur l'égalité homme-femme qu'on en fait sur le terrain de la formation professionnelle. Et pourtant, les compétences, c'est bien trop important. Donc je pense qu'à minima, on doit en faire un objet du dialogue social et au mieux un objet de la négociation, de façon à ce que tous les acteurs de l'entreprise s'en emparent. Le sujet de la formation ne doit pas rester hors des murs de l'entreprise, c'est un sujet aussi de l'entreprise. Il faut qu'il devienne congruent avec le CPF. Il y a des moyens pour ça. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce que vous avez la passion du monde du travail et de son organisation chevillée au corps, directrice générale du groupe Alpha. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, Estelle. Merci à vous, merci à vous tous qui évidemment nous suivez. Puis je vous donne rendez-vous évidemment pour un prochain numéro de 11 dit tout. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, Estelle. Merci. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.